Isidore Aragonès est avec nous. Je le disais, il est avocat, il est président du conseil, ex-président du conseil représentatif des institutions juives de France, de Marseille. Et on salue à travers vous toute cette belle ville de Marseille, dans laquelle vous êtes une figure depuis tant d'années. Le 24 septembre 2024, Sébastien Delogu diffuse sur son compte Instagram, 95 000 abonnés, une grande partie des documents qu'il vous a dérobés, évoquant ses liens avec l'État d'Israël, ces documents, ainsi que des projets financiers personnels, et en précisant que des gens bienveillants les leur avaient transmis. Dans ses posts sur Instagram le 24 septembre, Sébastien Delogu évoquait notamment des voyages de vous, Isidore Aragonès, au Brésil et en Israël, et des travaux que vous envisagiez de réaliser dans une résidence secondaire en publiant au passage des factures correspondantes. Bon, il se trouve qu'il sera jugé en juin, notamment pour recel de vol, Isidore Aragonès. Oui, la situation est un peu particulière. J'ai pris ma retraite en 2024 et j'ai été contacté par l'un de mes anciens clients qui me demandait d'assurer la présidence d'une société en difficulté, ce que j'ai accepté considérant qu'il s'agissait d'un véritable challenge. Je me suis donc présenté dans cette société qui manifestement avait des problèmes beaucoup plus graves que ce que j'avais imaginé, notamment sur le plan syndical où nous avons connu dans les locaux de cette société un envahissement total et j'ai été séquestré par 150 grévistes manifestants qui m'ont donc empêché de sortir. Ils ne m'ont pas violenté, mais tout de même ils m'ont privé de ma liberté pendant 4 heures. J'ai essayé de négocier et à l'issue de cette négociation, que je croyais aboutie, j'ai constaté qu'on m'avait volé un dossier, mon dossier, sur lequel il était mentionné personnel et confidentiel. Bon, c'est pas grave en soi, j'ai dit tant pis. Il se trouve que 3 jours après, Delogu, sur ses réseaux, a commencé à donner des informations sur moi. Isidore Aragonès, ancien président du CRIF, je vais vous donner quelques révélations qui vont vous satisfaire et qui vont vous plaire. Et puis, petit à petit, il égrenait des informations. Je vais dire une chose, sa haine, ce côté haineux de Delogu, n'a d'égal que sa bêtise. Vous savez ce qu'il faisait? Il a pris mon dossier tout simplement, que le parquet a parfaitement reconnu. Il ouvrait mon dossier, ma chemise, dans laquelle figurait Isidore Aragonès. Il ouvrait et il lisait toutes mes correspondances, tous mes échanges de mails que je passais avec les uns et avec les autres, notamment un échange de mails que je passais avec un haut responsable de l'armée israélienne, où je lui disais que j'envisageais d'organiser, de mettre en place une délégation pour rendre visite aux membres de Tsahal et pour leur témoigner mon soutien et ma solidarité. Nous étions en 2024, un an après le 7 octobre, et je tenais à témoigner ce soutien à Israël. Il est allé très loin parce qu'il ne s'est pas contenté de receller ces documents, de les lire, de les diffuser. Il m'a véritablement mis une cible dans le dos. J'ai été exposé à de graves dangers, ma famille, moi, et je vais être très loyal, très sincère, à l'heure qu'il est, j'ai peur. J'ai peur parce que je m'attends à des réactions très vives de la part de Delogu, ou plus précisément de ses amis, de ses alliés, de ceux qui le suivent, et auxquels il s'est adressé en parlant de moi, en évoquant les liens que je pouvais avoir avec Israël. Bon, il se trouve quand même qu'il va être jugé, donc notamment pour recel de vol. Il est poursuivi pour avoir diffusé donc sur ses réseaux sociaux des documents privés, et ça se passera, il comparaîtra devant le tribunal correctionnel de Marseille le 9 juin pour recel de biens provenant d'un vol. Qu'est-ce qu'il risque? D'abord, c'est une très bonne chose qui paraisse en correctionnel et non pas pour des faits d'antisémitisme ou autre. Ça y est, on le connaît, on sait quels sont ses propos, quelles sont ses positions. Là, c'est pour un délit de droit commun. C'est recel de vol, diffusion de correspondance à caractère privé et intime, mise en danger de la vie d'autrui. Et là, il risque beaucoup et j'espère que la position qu'il occupe actuellement en tant que député sera remise en cause. Et candidat à la mairie de Marseille. Candidat à la mairie de Marseille, je ne sais pas ce qu'il fait, s'il aime Marseille, j'ai l'impression qu'il aime beaucoup plus d'autres pays que Marseille et la France. Il peut évidemment être déclaré inéligible, et quand on voit... Absolument, le risque existe, pour lui. Oui, bien sûr, et il y aurait, s'il est condamné en tout cas, si les faits sont avérés, et manifestement ils le sont, disons-le,
Mais si les faits s'il est reconnu coupable, il sera sans doute inéligible. Et il est candidat à la mairie de Marseille. Il est candidat à la mairie de Marseille. Donc, effectivement, c'est comme tout le problème quand la justice arrive sur le terrain politique, parce qu'il y a des échéances politiques, c'est vrai également d'ailleurs pour Marine Le Pen, c'est-à-dire que sans doute le tribunal devra rendre très rapidement sa décision. Parce que c'est après les élections. Ah oui, c'est après. Oui, mais il a été... Là, il se presse pas, hein, franchement. Excusez-moi. En fait, il a été épargné par le parquet. Il a été épargné par le parquet. Il aurait pu être cité. Ils sont pas Il aurait pu être cité. Non, mais c'est de ma faute. Avant le mois de mars. Je m'imaginais en 2027, alors que les élections municipales n'ont pas lieu en printemps 2027, mais en printemps 2027. Bah oui. Alors, vous avez raison, son procès intervient après. Alors, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que pour la droite, ça intervient très très vite, et pour la gauche, manifestement, on prend son temps. Ah ben absolument. Donc, ça fait quand même un an et demi que je l'ai posé plainte. Le médiatique de cette affaire également. Oui. On en parle très peu. Si, à Marseille, on en parle. D'abord, je remercie. Il n'y a pas grand-chose. Moi, j'ai refusé de faire de déclaration parce que je tenais à m'exprimer. Mais on en parle beaucoup. Je remercie il redoute beaucoup ce qui va se passer. Ouais, je remercie Isidore Aragonès parce que c'est sa première intervention. Il l'a réservée à l'antenne de CNews. Absolument. Je sais que ça fait 2-3 jours que toute la presse vous appelle. Et je vous remercie d'être venu sur le plateau pour effectivement le dire. Quand vous dites en revanche que vous avez peur, ça vous m'inquiétez. Mais vous savez, vous êtes sous protection ? Dans les semaines qui ont suivi le vol et la diffusion des informations, j'avais peur tous les matins. Je me levais, je regardais sous la voiture s'il n'y avait rien. Vous êtes sous protection ? J'ai été menacé. Vous êtes sous protection ? Non, je n'ai pas besoin de protection. J'ai été menacé. Ma détermination est totale. Alors, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ma détermination est totale. J'irai jusqu'au bout. Je veux poursuivre ce monsieur qui a un comportement honteux, ignoble, inhumain. Il expose ma vie, la vie de mes enfants. Et ça, je ne peux pas l'accepter. Alors, c'est sûr qu'il y a des risques. Mais peu importe. Il en assumera les responsabilités. Ben merci beaucoup Isidore Aragonès. Et puis, je vous dis à travers vous, nous saluons effectivement tous ceux qui sont attaqués bien souvent par la France insoumise et qui font peser un rapport de peur, hein, disons. Mais quel effet ça peut avoir sur une élection ? Moi, je suis sidéré finalement par le fait que... Je vais remercier donc Isidore Aragonès et je vous remercie vraiment d'être venu sur l'antenne de CNews. Et on va suivre, évidemment, Isidore, cette affaire. Et je rappelle que c'est le 9 juin que le tribunal correctionnel de Marseille vous entendra. J'imagine que vous allez être amené à réagir encore ces prochaines heures. Mais merci beaucoup et bon retour du côté de Marseille. Tout va bien à Marseille ? Tout va bien. L'élection municipale ? Ça va se battre et puis je serai là parce que vous vous engagez, des personnes comme Delogu, je n'en veux pas. Oui, bon. Je ne crois pas que beaucoup de personnes en veuillent à Marseille. Et on ne l'aura pas. C'est un courant, en tout cas, qui existe, manifestement. Oui, mais un courant qui n'aime pas trop la France. Bon, merci en tout cas Isidore Aragonès. Marc Feuillet va prendre votre place. Il est directeur général du Figaro parce qu'on va beaucoup en parler ces prochaines heures. Le Figaro célèbre ses 200 ans. Il traverse les siècles. Et c'est vrai que le Figaro est un journal remarquable. Alors je ne sais pas si c'est le meilleur journal de France, mais c'est en tout cas celui où il y a une volonté de faire avancer les idées, de parler de la société française, au-delà de l'actualité, bien sûr, qui est chaque jour commentée. Bonjour Marc Feuillet. Bonjour Pascal Praud. Et j'ai vu d'ailleurs que... Alors, c'est au Grand Palais que... Alors, c'est au Grand Palais. À partir de mercredi, 3 jours, c'est ouvert au grand public. L'entrée est gratuite, il faut s'inscrire. Il y a plus de 50 000 visiteurs qui se sont inscrits, donc... Voilà, on va bientôt fermer les créneaux, mais on peut encore réserver. Je disais que la semaine dernière que les journaux ont une histoire. Quand tu lis l'Humanité qui salue la mort de Staline en disant le grand homme, quand tu lis également Libération qui salue l'arrivée des Khmers rouges à Phnom Penh. Bon, l'avantage du Figaro, c'est que l'histoire, elle plaide. C'est-à-dire que vous vous êtes arrêté à un moment durant la guerre. Et vous êtes d'ailleurs le seul journal de Figaro qui a pu reprendre après la guerre. Oui, qui a pu reprendre. La société a été mise en sommeil. Pierre Brisson, qui était le grand rédacteur en chef à l'époque, a arrêté la publication sous la censure. Et il a repris à la Libération de Paris avec une impression. Et le Figaro était distribué par les pompiers
pour son premier numéro où il a reparu en 1944. Mais ça a été un des rares journaux. La plupart de nos confrères ont 80 ans. Et nous, on a 200. Bien sûr, vous êtes le seul. C'est-à-dire que la presse issue de 45, c'est une presse dite de la Résistance. Oui. Le Parisien libéré, Ouest France, c'est un journal de la Résistance. Presse Océan à Nantes, c'est un journal de la Résistance. Et je pourrais égrener comme ça tous les journaux en France. Le Dauphiné libéré. Voilà, c'était la presse de la Résistance. Bon, on en parlera tout à l'heure, mais j'ai envie qu'on parle de cette affaire du Haut Commissariat que je trouve tellement symbolique. Énorme. Parce qu'elle nous interroge sur, j'allais dire, sur le cerveau d'Emmanuel Macron. Je ne sais pas si et ce qu'il veut faire d'ici 2027. Voyez le sujet de Michael Dos Santos et on en parle ensemble. L'idée circulerait dans les couloirs de l'Élysée. Selon nos confrères de l'opinion, Emmanuel Macron souhaiterait créer un haut commissariat à la diversité et aux diasporas. Le président l'aurait évoqué ce jeudi devant des ambassadeurs. On veut mobiliser nos diasporas encore davantage. Le partenariat africain est clé. Toujours selon l'opinion, cette instance rassemblerait une trentaine de personnalités. Parmi les non cités, Teddy Riner, Lilian Thuram ou encore des anciens ministres comme Christiane Taubira, Pape Ndiaye ou Najat Vallaud-Belkacem. Pour Bruno Retailleau, ce haut commissariat serait contre-productif. Emmanuel Macron répond par le communautarisme d'État. Faire de l'origine un critère d'action publique, c'est trahir notre conception de la nationalité. Il divise encore plus, là où il faudrait rassembler. Auteur d'une lettre ouverte adressée au président, Rachel Kahn partage ce constat. Elle reproche à Emmanuel Macron de s'inspirer du modèle de l'extrême gauche. J'ai le sentiment que ce mot diversité, c'est le terme poli pour ethniciser la société française et donc se mettre aussi en réponse à ce que fait Jean-Luc Mélenchon et LFI. Ce haut commissariat devrait avoir plusieurs objectifs. Certains inavoués, comme reprendre la main sur le débat identitaire confisqué par les partis de droite. D'autres assumés, comme contrer la vision trumpienne de l'Europe. Reste la question du financement, à l'heure où des économies sont exigées par le gouvernement. Oui, parce que c'est un accessoire, mais c'est aussi une manière de créer un bidule qui va coûter de l'argent, de recaser les copains. Au passage. Au copain, voilà, on va mettre un président... Copains de gauche quand même, on précise. C'est toujours les copains de gauche qu'on recase. Exactement. Donc quelqu'un qui est un petit peu sur la touche, il aura comme ça un chauffeur, un peu d'argent. C'est toujours bon à prendre. Un statut. Voilà, un statut. Bon, Bruno Retailleau, face au déclassement accéléré de la France dans le monde, Emmanuel Macron répond par le communautarisme d'État. Bon, il y a Lilian Thuram, par exemple. Lilian Thuram, il est né à Pointe-à-Pitre. Bien sûr. Moi, je vous dis, la façon avec laquelle l'Élysée semble vouloir choisir ceux qui pourraient participer de ces diasporas, cette diversité, c'est lunaire. D'abord, quand on voit les noms qui sont avancés d'abord dans l'opinion, je vois aucun Français d'origine asiatique, par exemple. Je dis ça, voilà. Eux, visiblement, ne font pas partie des diasporas. Oui. L'outre-mer, je vois pas bien ce que ça vient faire là-dedans, donc c'est très étrange. Non, mais vous avez raison sur le fait qu'il n'y a aucun asiatique, effectivement. Mais la diaspora, alors il y a la diaspora des Bretons, la diaspora des Corses. Moi, je trouve ça lunaire. Alors, tout ça, si vous voulez mon interprétation, je pense que Emmanuel Macron est en campagne pour 2032 et qu'il est en train de poser des pierres. En fait, c'est la stratégie Mélenchon. Voilà. En tout cas, la stratégie. Oui, c'est la même idée. C'est pas exactement le même objectif, sans doute, mais c'est... Si, c'est ça. Olivier de Lagarde. Attendez, il y a une vraie césure là. Alors là, sur ce dossier-là, il y a une vraie césure entre la droite et la gauche. La droite, vous avez une vision, on va dire, classique de l'identité française, et à gauche, ça a été très bien résumé par Mélenchon. Il veut une créolisation de la société française. En l'occurrence, quand même, ce haut commissariat à la diversité, à 16 mois de la fin du mandat d'Emmanuel Macron, qu'est-ce que ça veut dire? C'est juste de la com. Au moment où on supprime aux États-Unis tous ces DEI, ces départements inclusion, diversité, qui ont en réalité favorisé le racialisme et l'ethnicité, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que votre édito était très bien, et mais je suis pas d'accord sur un point, c'est que c'est l'idéologie d'Emmanuel Macron depuis, à mon avis, toujours le multiculti. Il n'en a pas d'idéologie. Non, celle-là, à mon avis, l'Europe est ça. Je vous assure, il n'en a pas. Bon, enfin, moi, la conviction, c'est que moi, j'ai quand même le sentiment qu'il y a une espèce de continuité. Il la gauche. Il y a la campagne de 2017, il a fait ça à fond. On a oublié. Moi, je me suis replongé dans les archives quand il était à Marseille. Ce discours-là était... Non, Elisabeth Lévy, très court. Elisabeth Lévy. Oui, et c'est, si vous voulez, ce qu'on voit là où il y a une convergence, c'est sur cette espèce d'encensement de l'appartenance raciale. Pierre Lelouch. Et ça, c'est terrible. Pierre Lelouch. En tout cas, c'est pas la tradition de la France. Mais vous aviez totalement raison dans votre
édito, il est président de la République, donc responsable de la Constitution. Que dit l'article 1 de la Constitution ? La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire ? Un haut commissariat, c'est comme un ministère, en fait. Donc il a créé un ministère des racisés. Et ça veut dire quoi ? Que dans 30 ans, il faudra faire un ministère des Blancs ? Ça veut dire qu'on organise la France suivant la couleur des gens ? Ou bien de leur religion ? Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire, cet homme-là ? Après avoir dit qu'il n'y avait pas de culture de française, que la France, il n'y a pas de... qu'il fallait faire la génuflexion en Algérie et ailleurs, il est en train de détruire la nature même de ce qui a été la naissance de la France révolutionnaire. Puisque c'est quand même... Alors comment vous l'expliquez ? Quelle est la motivation ? Je pense qu'il est perdu, si vous voulez. Mon avis, c'est qu'il ne contrôle plus rien. Mais comme il est totalement narcissique, il a besoin sans arrêt d'exister. Donc il s'est jeté sur les questions internationales, Gaza, l'Ukraine, au point vouloir envoyer des soldats. Et président de la République, évidemment, les questions internationales, il est au cœur, quoi. Oui, mais enfin, d'employer la force, ça relève, encore une fois, de l'article 35 de la Constitution. C'est l'Assemblée nationale, c'est même pas... Mais là, ce haut conseil... mais là, il est dans le coup d'après. Il ne vivra jamais. Moi, je pense même que les gens ne voudront pas y aller. Lilian Thuram, je ne pense pas qu'il a envie d'être dans ce haut commissariat. Il y aura aussi une convention citoyenne. Parce que Thuram, il est sur cette... Oui, non, mais... Thuram, il est sur cette ligne. Hein. Je ne suis pas certain, je vous assure qu'eux-mêmes, je ne suis pas certain que... Il faudrait leur demander, mais je ne suis pas certain qu'ils aient envie d'être dans ce haut commissariat. Alors, dans ma question, je dis, qu'est-ce qu'il veut ? Bon, il y a un livre qui est sorti, Néron à l'Élysée. Bon, ce sont deux fans d'Emmanuel Macron, Nicolas Domenech et Maurice Safran, qui n'ont pas de mots assez durs sur le président de la République et qui le psychanalysent, ce qu'on ne s'est jamais permis. On a été souvent très dur ici sur le bilan Macron. Moi, sur ces thèmes-là, je n'y vais pas parce qu'effectivement, on est sur de l'interprétation. Mais je vous invite quand même à lire ce que je lis dans le livre donc de Néron à l'Élysée, que citent donc Monsieur Domenech et Monsieur Safran. Il cite notamment Michel Fize, qui est un psychanalyste, visiblement, ce chercheur, qui est plutôt un sociologue d'ailleurs, qui n'en a pas moins consacré un traité du cas clinique, un livre entier au cas particulier de notre président. Ça s'appelle La mégalothymia d'Emmanuel Macron, essai de psychoanalyse. Bon, ce n'est qu'un homme, évidemment, parmi d'autres, bien sûr. Le concept emprunté au politologue américain Francis Fukuyama désigne un besoin obsessif de supériorité dû à l'intelligence immature, au narcissisme cosmique, surestimation de soi, force égotique, besoin insatiable de se montrer le plus fort, le plus séduisant, le plus talentueux, rejeter ses échecs sur les autres, la contradiction l'insupporte. Il n'a pas eu de relation avec son père, donc avec l'autre, une analyse à la serpe qui a fait le régal des anti-macronistes. C'est exactement ça. Mais... vous dites c'est exactement ça, c'est une analyse. Oui. On peut ajouter mais ça vous gêne pas quand même que deux personnes qui l'ont encensé au moment où pratiquement tous les journalistes l'ont encensé, maintenant au moment où même les journalistes se détournent, je veux dire se mettent à lui taper dessus avec tout le monde, c'est un peu gros. Mais je suis d'accord avec vous. Moi j'aime pas. Je suis d'accord avec vous, je déteste les gens qui crachent dans la soupe. Voilà. Je suis d'accord avec vous. Mais vous avez parfaitement raison. Il y a un phénomène. Je trouve ça incroyable. En fait, je trouve tout incroyable dans ce livre. Je trouve ce qu'ils écrivent incroyable, et je trouve que ce soit eux qui l'écrivent, que ce soit incroyable. Donc je ne peux pas vous dire... Et la psychanalyse à distance... Non mais pardon, il n'empêche que sur le diagnostic, à savoir le narcissisme absolu de cette personne, je crois que tout le monde se retrouve là-dessus, c'est la vérité vraie. Moi, je suis sidéré par le désamour, le désamour qui traverse la société française à l'égard d'Emmanuel Macron. Moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que... On se doute bien que... moi, je veux bien qu'on aille sur la psychologie, mais... On se doute bien que quand tu veux être président de la République, tu as un ego un peu fort. Certes. Est-ce que lui est différent des autres ? Est-ce qu'il est différent de ce point de vue-là du général de Gaulle, de François Mitterrand, de Valéry Giscard d'Estaing, etc. Si je veux me faire l'avocat du diable, ce qu'on disait de Giscard à l'époque en 81 et ceux qui l'approchaient, les journalistes qui sont encore vivants, rapportaient une forme de monarchie absolue et d'un président qui écoutait personne. Parce qu'on dit toujours la même chose. Rappelez-vous ce qu'on a dit de Sarkozy. Rappelez-vous. Sarkozy, c'est encore autre chose. Parce que Nicolas Sarkozy, si vous me permettez, il a besoin des autres. Il a besoin du regard des autres. Ce qui est différent avec Emmanuel Macron, c'est qu'il est autosuffisant. Il a besoin de personne. C'est exactement ça. Donc, Nicolas Sarkozy, il est un leader et un chef qui a envie d'entraîner tout le monde et il garde, ce qui n'est pas le cas d'Emmanuel Macron, il garde tous ses amis, et parfois trop d'ailleurs, depuis la nuit des temps.
et il les amène avec lui sur 30 ans ou sur 40 ans. Et c'est ce qu'on lui reproche. Emmanuel Macron, manifestement, il fait le vide autour de lui en même temps que les années passent. Et il choisit, si vous l'avez noté, des gens qui ne pèsent rien. C'est-à-dire, regardez l'identité des premiers ministres successifs, c'est très intéressant. Aucune de ces personnes n'a de poids personnel. Édouard Philippe en avait quand même. Non, zéro. Au moment où il est nommé, au moment où il est nommé, je vous assure que c'était zéro. Il avait fait un mandat à l'Assemblée, je sais bien, je le connaissais, il n'avait aucun poids. C'est la raison pour laquelle il a pris des gens qui étaient directeurs de la RATP, c'est Terranova.